Durant la conférence de ce soir, nous n'allons pas revenir sur le mouvement de contestation des Gilets jaunes, même s'il continue à occuper l'actualité, tout en ayant perdu le caractère relativement massif du début. Je vous invite cependant à aller sur notre site internet pour lire ce que nous avons écrit sur le sujet, il y a déjà pas mal de choses, et en particulier le dernier article de notre mensuel Lutte de classe, donc un article qui est à la une dans le site. Et pour ceux qui préfèrent le papier, cet article va paraître avec le mensuel la semaine prochaine. Et donc ce soir, nous nous en tiendrons au sujet de l'industrie pharmaceutique soumise à la rapacité des capitalistes. Après les scandales du Mediator, de la Dépakine, du Levothyrox, l'actualité des dernières semaines a encore une fois été riche en affaires sanitaires. Des médicaments à base de valsartan, un produit contre l'hypertension artérielle, ont été retirés du marché français parce qu'ils contiendraient des substances cancérigènes. Plusieurs médias ont mis au jour le scandale de l'absence de contrôle des implants médicaux. La presse fait régulièrement état des ruptures de stock pour de nombreux médicaments et vaccins. Ces scandales sont particulièrement choquants parce qu'ils touchent à la santé. Mais en fait, ils ne sont pas différents, ni plus graves, que d'autres, du Dieselgate à l'écroulement du pont de Gênes, ou bien de la vache folle à l'amiante, en passant par la contamination du lait Lactalis pour les bébés et à la pollution des fonds marins par les plastiques. Toutes ces affaires ne sont que l'écume du scandale de fond, celui de l'économie capitaliste qui fait du profit sur tout, sans aucun respect pour rien. Pourtant, les patrons de l'industrie pharmaceutique choisissent leurs mots pour vanter le côté noble de leur activité. Ils parlent de laboratoires pharmaceutiques, alors qu'il y a belle lurette qu'ils ne sont plus des laboratoires, et à peine un peu moins longtemps qu'ils ne sont plus dirigés par des pharmaciens en blouse blanche. Ils s'intronisent, entreprises de la santé, ça fait plus respectable. Des termes spécifiques sont employés, comme visiteurs médicaux à la place de représentants de commerce, ou bien préparateurs en pharmacie pour parler des vendeurs, et cela alors même qu'ils ne préparent plus grand-chose dans leurs arrière-boutiques. Et tous parlent de donner la priorité à la santé, comme le patron du LEM, le syndicat patronal des entreprises du médicament, qui a introduit ses vœux à la presse par la phrase « Et si l'on misait sur la santé ?» On ne peut évidemment pas les croire, sauf à prendre le verbe « miser » dans le sens de parier, jouer, investir, en espérant de gros gains. Car c'est cela qui intéresse les entreprises pharmaceutiques. Ce n'est pas d'assurer à tous un accès à des soins de qualité et à des médicaments efficaces à prix raisonnable. Non, la santé, ce n'est pas leur priorité. Leur priorité, comme celle de tous les industriels, c'est de gagner de l'argent. L'industrie pharmaceutique est simplement une industrie qui a choisi de vendre des marchandises dénommées médicaments, et le fait qu'elles soignent est pour eux une sorte d'effet secondaire. Le secteur pharmaceutique se porte très bien. Il a même été classé par le magazine américain Forbes comme le secteur le plus rentable devant la finance, l'industrie du luxe et l'énergie. En 2017, les ventes mondiales de médicaments ont représenté 1 200 milliards de dollars, soit l'équivalent du produit intérieur brut de l'Espagne. C'est 6% de plus qu'en 2016 et 3 fois plus qu'il y a 15 ans. Et cette progression devrait continuer. Les ventes devraient atteindre les 1 400 milliards de dollars en 2021. Pourtant, les médicaments sont des produits extraordinaires et il faut insister sur ce point. Ce qui est choquant, c'est que les découvertes, la fabrication et la distribution de biens si essentiels soient tributaires d'un système économique et d'une organisation sociale basée sur la propriété privée des moyens de production, avec pour seule boussole le profit. Et de ce fait, que l'ensemble de l'humanité ne puisse pas également en profiter. Donc sur tout cela, je passe maintenant la parole à Annie Doss.
de revenir sur quelques-uns des scandales sanitaires qui ont émaillé l'histoire du médicament et surtout sur le scandale de fond qui est de laisser cette industrie absolument vitale aux mains des capitalistes, je vais évoquer les débuts de l'industrie pharmaceutique et comment elle a donné naissance à de puissants groupes aujourd'hui extrêmement rentables. Les médicaments ont existé bien avant que la révolution industrielle ne transforme la pharmacie en une véritable industrie. Des tisanes, des décoctions, des cataplasmes, des onguents, des crèmes étaient utilisés pour soulager ou pour soigner. Par exemple, les feuilles de saule étaient connues depuis l'Antiquité pour faire baisser la fièvre ou pour combattre la douleur. Le médicament moderne date du XIXe siècle. De nombreux principes actifs ont alors été isolés à partir des plantes. La morphine et la codéine ont été extraites du pavot. La digitaline, utile contre l'insuffisance cardiaque, de la fleur la digitale. La quinine, un produit efficace contre le paludisme, de l'écorce de quinquina. Puis ces principes actifs ont été purifiés et fabriqués industriellement, ce qui a permis des dosages beaucoup plus précis que dans des infusions ou des décoctions, par exemple. En France, dès 1824, une fabrique, la fabrique Pelletier, préparait de la quinine. 10 ans plus tard, était créée la première fabrique d'extraits de plantes médicinales. Puis, avec le développement de la chimie, d'autres produits ont été synthétisés, comme le chloroforme en 1831 ou l'aspirine, fabriquée par les usines Bayer en Allemagne en 1899. L'industrialisation a également été stimulée par les nombreuses découvertes faites en microbiologie, c'est-à-dire dans le monde des microbes. En particulier, les travaux des équipes de Louis Pasteur en France et de Robert Koch en Allemagne ont conduit à la mise en place de vaccins et de sérums. Grâce aux progrès techniques et à la mécanisation, des médicaments ont pu être fabriqués en plus grande quantité et de façon plus standardisée. L'invention du comprimé, qui est de la poudre compactée, comprimée entre deux presses, a permis d'obtenir des médicaments se conservant mieux et plus longtemps. En même temps, le développement des transports ferroviaires et maritimes a facilité leur diffusion sur de vastes territoires. La taille des entreprises a progressivement augmenté. Si en 1860, les laboratoires occupaient rarement plus d'une quinzaine de personnes, vers 1900, l'effectif était souvent passé à 50 employés, voire davantage dans quelques grandes entreprises comme la Pharmacie centrale de France, qui avait des locaux à Paris et à Saint-Denis, les établissements Poulenc, à Ivry-sur-Seine, ou encore la Société chimique des usines du Rhône à Saint-Fons, près de Lyon. Cependant, au tournant du XXe siècle, on ne disposait pratiquement d'aucun des médicaments les plus couramment employés aujourd'hui. C'était encore un monde sans antibiotiques, quasiment sans vaccin, excepté celui contre la variole, sans insuline ni aucun antidiabétique, sans anticoagulants, sans cortisone, sans pilules contraceptives, sans médicaments contre l'hypertension et sans chimiothérapie anticancéreuse et même sans paracétamol. Du coup, une opération de chirurgie digestive était souvent mortelle par infection, les diabétiques étaient condamnés à mort à brève échéance, il n'existait aucun moyen de fluidifier le sang et d'éviter la récidive d'un accident vasculaire cérébral ou d'un infarctus, les enfants en bas âge mouraient fréquemment d'infections digestives ou respiratoires, et les jeunes que l'on croisait en fauteuil roulant n'étaient pas des accidentés de scooter, mais des malades atteints de la poliomyélite. C'est en Allemagne que l'industrie pharmaceutique s'est développée le plus tôt. Dès les années 1880, de grandes usines chimiques, comme Bayer ou Hoechst, se sont tournées vers la fabrication de médicaments. Elles ont embauché des ingénieurs, des pharmaciens, des chimistes issus des universités. La Grande-Bretagne et les États-Unis ont suivi cet exemple. En France, l'industrie est restée à la traîne. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, seuls quelques médicaments provenaient des grandes usines chimiques.
C'était le cas de l'aspirine, qui depuis 1908 était fabriquée par les usines du Rhône à Saint-Fons sous le nom de Rodine. Puis, après la Première Guerre mondiale, lorsqu'en vertu du traité de Versailles, les brevets industriels allemands sont tombés dans le domaine public, elle a été commercialisée sous la dénomination Aspirine Usine du Rhône. Mais entre les deux guerres, le fabricant de médicaments français, on disait alors de spécialité médicale, était encore souvent un pharmacien d'officine ou un médecin hospitalier qui avait la recette d'un ou deux produits. La fabrication se faisait en série, de façon plus ou moins reproductible, mais dans de très petites unités de production, parfois attenantes à la boutique du pharmacien. Les spécialités médicales étaient très nombreuses et probablement pas toutes très efficaces. Le Vidal, le gros livre rouge qui sert toujours de Bible aux médecins pour prescrire, comportait plus de 7000 noms de médicaments dans son édition de 1933. Il n'y en a plus que 4600 dans l'édition de cette année, en 2019. Certains médicaments étaient particulièrement populaires et connus grâce à la publicité. Celle-ci n'était pas réglementée et les réclames s'étalaient partout, sur les affiches, dans la presse, dans les almanachs, alors très populaires, ou encore sur les buvards et les bons points distribués aux écoliers. Alors, tout cela a changé pendant la Deuxième Guerre mondiale et dans les années qui ont suivi. Le développement de l'industrie pharmaceutique s'est alors accéléré dans tous les pays industrialisés, France comprise. Et le secteur a drainé des capitaux de plus en plus importants. Les antibiotiques ont joué un rôle moteur dans cette croissance. La pénicilline, l'antibiotique le plus universellement connu, avait été découverte en 1928 par un biologiste anglais, Alexander Fleming. Ce biologiste avait remarqué que certaines moisissures bloquaient le développement des bactéries qu'il cultivait. Mais pour passer de la découverte du pénicillium, la moisissure, à l'extraction, et de l'extraction à la fabrication de masse, il a fallu bien des étapes et surtout beaucoup d'argent. C'est l'État américain qui, à partir de 1942, a organisé la production de pénicilline à grande échelle. Il a impliqué les grandes firmes pharmaceutiques, Merck, Pfizer, Bristol Myers Squibb, Abbott, Lilly, et ces noms sont toujours ceux des plus grands laboratoires. La pénicilline était alors considérée comme une substance stratégique. Elle a d'abord été réservée à l'armée. Les soldats américains ont disposé de pénicilline lors du débarquement de Normandie. Et l'année suivante, en 1945, les civils américains ont pu à leur tour bénéficier de ce produit miracle. En Europe, c'est seulement à la fin des années 40 que les malades ont pu être traités par la pénicilline, puis par d'autres antibiotiques. Les antibiotiques sont devenus, pour plusieurs années, des produits phares, fabriqués de façon massive dans plusieurs usines des pays développés. Et à leur suite, de nombreux autres médicaments ont été mis sur le marché, la cortisone dans les années 1950, le vaccin contre la poliomyélite en 1955, le premier traitement contre l'hémophilie en 1957, la pilule contraceptive en 1960, les premiers médicaments contre le Parkinson à la fin des années 60 et les antihypertenseurs et les anticoagulants dans les années 70. On va voir maintenant comment a évolué au fil du temps la réglementation sur le médicament. Car l'État a toujours été partagé entre, d'une part, le désir de laisser les fabricants agir à leur guise et gagner de l'argent à leur guise, et d'autre part, la nécessité de leur imposer certaines limites, de ne pas les laisser faire n'importe quoi. Ces hésitations datent même d'avant l'industrialisation. Pendant la Révolution française, les bourgeois avaient proclamé la liberté de commerce, la liberté d'entreprendre, sans aucune contrainte de la part de l'État. Mais dès avril 1791, craignant les abus et les charlatans, ils faisaient marche arrière et rétablissaient le monopole du pharmacien, le seul à pouvoir fabriquer et vendre des médicaments. 12 ans plus tard, la loi de Germinal 1803 confirmait ce monopole et instituait un diplôme d'État en créant les écoles nationales de pharmacie de Montpellier, Paris et Strasbourg. La loi de 1903 allait rester en vigueur jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale.
En 1941, le gouvernement de Vichy créa un visa pour les médicaments. Le visa était à la fois la garantie pour l'industriel que son produit ne soit pas copié et une autorisation de commercialisation. Pour obtenir le visa, le fabricant devait garantir que son médicament n'était pas toxique, mais rien n'était dit sur la façon de le prouver. Les lois et les règlements ne sont pas créés sans raison. Et dans l'industrie pharmaceutique, il est frappant de voir à quel point les évolutions réglementaires ont suivi l'histoire des scandales sanitaires. Certes, à l'époque des apothicaires et au temps glorieux du Far West, il y a probablement eu bien des accidents et des effets indésirables chez les utilisateurs de potions maison à base de venin de vipère, de poudre d'opium et autres ingrédients animaux ou végétaux. Mais avec l'industrialisation, les affaires ont pris une toute autre ampleur. Aux États-Unis, la FDA, la Food and Drug Administration, agence des produits alimentaires et des médicaments, avait été créée en 1906. C'était à la suite de la description des pratiques scandaleuses dans les abattoirs de Chicago, dénoncées par l'auteur socialiste Upton Sinclair dans son roman La Jungle. Depuis, la FDA contrôlait les abus et les fraudes dans le domaine de l'alimentation et un peu dans celui du médicament. 30 ans plus tard, en 1937, un scandale bouleversait l'opinion publique américaine. Un sirop provoquait la mort d'au moins 100 d'enfants. Il contenait de l'antigel. La loi a alors élargi les prérogatives de la FDA au contrôle des médicaments avant leur commercialisation. Ça semble évident, mais non. Pour réaliser les tests de toxicité des nouveaux produits mis sur le marché, la FDA a voulu embaucher directement des scientifiques. Mais les industriels se sont insurgés au nom de la violation du secret commercial. Et finalement, après des années de négociations, les entreprises ont été autorisées à réaliser elles-mêmes les tests. La FDA ne contrôlait les dossiers que dans un second temps. Ce principe général de vérification a posteriori, selon les données fournies par les fabricants, n'a pas changé depuis, même si les modalités de contrôle ont bien sûr été renforcées au cours des années. Les grandes lignes de la réglementation actuelle sur le médicament datent de la fin des années 60 et des années 70. Encore une fois, la loi s'est imposée après un nouveau scandale, celui de la thalidomide. La thalidomide était un médicament proposé pour de multiples indications, allant de l'anxiété au défaut de concentration, en passant par la grippe, l'hyperthyroïdie ou les maux d'estomac. Une importante campagne publicitaire a encouragé les médecins à le prescrire aux femmes enceintes souffrant de nausées. Dès 1957, les premiers effets nocifs étaient signalés. La thalidomide provoquait d'importantes malformations chez les bébés, qui naissaient sans bras ou sans jambes, ou avec des anomalies des organes internes, souvent mortelles. Au moins 10 000 enfants ont été touchés, principalement en Grande-Bretagne, en Allemagne et au Japon, où le médicament a été commercialisé jusqu'en 1963. Suite à ce scandale mondial, la FDA a demandé aux industriels de renforcer leur contrôle sur les médicaments en testant la toxicité sur différentes espèces animales, mais aussi pour la première fois de prouver leur efficacité sur l'homme. Et ce n'est qu'à ce prix qu'ils pourraient désormais obtenir une autorisation de mise sur le marché. Encore une fois, il a fallu bien des négociations pour qu'ils obtempèrent. Et finalement, à la fin des années 60, tous les pays industriels se sont dotés d'agences de contrôle plus ou moins calquées sur la FDA et de procédures d'autorisation de mise sur le marché. En France, cela date d'une ordonnance de 1967. Mais les choses ont traîné en longueur et les industriels ne se sont pliés à la nouvelle réglementation que dans les années 1970. Depuis, pour être autorisé à commercialiser un nouveau médicament, le fabricant doit présenter un dossier très complet comportant des données sur le mécanisme d'action du produit, sur la façon dont il pénètre et est absorbé par l'organisme, ainsi que les résultats de tests de toxicité effectués sur l'animal. Il doit aussi fournir les résultats d'essais
réalisés sur l'homme qu'on appelle les essais cliniques. Ils se déroulent en plusieurs phases, d'abord sur des volontaires sains, censés être informés et consentants, puis sur un petit nombre de malades pour affiner les doses, et enfin sur un grand nombre de malades en comparant le candidat médicament soit à un placebo, soit, si c'est possible, à un autre produit utilisé habituellement. Et si tout est conforme, le nouveau médicament reçoit une autorisation de mise sur le marché. En France, elle est délivrée soit par l'Agence française du médicament, elle s'appelle aujourd'hui ANSM, soit le plus souvent par l'Agence européenne du médicament, dont le siège est encore pour quelques semaines à Londres, avant de déménager à Amsterdam pour cause de Brexit. Dernière étape du parcours du médicament, cette fois après sa commercialisation, surveiller les éventuels effets indésirables qui risquent fort de se produire puisqu'on est dans la vraie vie et que des dizaines de milliers de personnes vont l'utiliser. C'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, à l'époque où les contrôles se sont renforcés, les industriels ont obtenu en retour ce qu'ils réclamaient depuis longtemps, un brevet sur les médicaments. Aujourd'hui, on entend assez souvent parler de la défense de la propriété intellectuelle ou de breveter le vivant. Pourtant, ces idées, loin d'avoir toujours existé, sont au contraire très récentes. Avant la Deuxième Guerre mondiale, en France, le pharmacien qui commercialisait une spécialité pouvait certes garder sa formule secrète, mais il n'avait aucun recours si le médicament était copié. Et jusqu'aux années 1960, rares étaient les médicaments qui, comme l'aspirine, avaient été brevetés. La pénicilline, la cortisone, la plupart des vaccins n'ont jamais été brevetés. Et cela paraissait même une aberration à la communauté scientifique, qui jugeait, à juste titre, qu'une découverte devait servir au plus grand nombre et que la santé était un bien public. Jonas Salk, l'inventeur du vaccin contre la poliomyélite en 1955, répondit à un journaliste qui lui demandait « Qui détient le brevet du vaccin ?» Eh bien, je dirais le peuple. Il n'y a aucun brevet. Est-ce que vous pourriez breveter le soleil ? Et c'est logique. Les découvertes scientifiques appartiennent à l'ensemble de l'humanité. Aucune d'entre elles n'aurait pu avoir lieu sans l'apport de toutes celles qui l'ont précédée. L'expression « sur les épaules des géants », utilisée à la fois par Blaise Pascal, Isaac Newton, par l'astrophysicien Stephen Hawking, ou reprise en « sur les épaules de Darwin » par le médecin et chroniqueur radio Jean-Claude Amezen, exprime bien cette reconnaissance des scientifiques à l'égard de leurs prédécesseurs. Pourtant, aujourd'hui, quasiment toutes les nouvelles découvertes sont brevetées. Et depuis les années 1990, plusieurs accords commerciaux internationaux ont même renforcé les droits sur la propriété intellectuelle. Un autre aspect de la réglementation est celui du contrôle sur le prix des médicaments. Alors, cela varie selon les pays. Aux États-Unis, il n'y a pas de négociation de prix au niveau gouvernemental. Seules les assurances privées exercent une petite pression sur les industriels afin de limiter les frais de remboursement de leurs assurés. Résultat, les médicaments y sont vendus en moyenne 2 fois plus cher qu'en Europe. Et dans bien des pays, les médicaments sont seulement disponibles pour ceux qui peuvent se les payer. Pour les pauvres, il reste l'hôpital, quand il existe et qu'on peut y accéder, et l'achat sur un marché libre qu'on appelle le marché noir, avec tous les risques que cela comporte en contrefaçon, médicaments frelatés, inefficaces ou dangereux. D'après l'Organisation mondiale de la santé, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, 30% des médicaments seraient des contrefaçons. Sur l'ensemble du continent africain, les faux médicaments seraient responsables de 100 000 morts chaque année. Alors en France, la plupart des médicaments sont pris en charge par l'assurance maladie et l'État exerce donc un certain contrôle sur leur prix. La sécurité sociale, mise en place en 1945, est souvent présentée comme une conquête de la classe ouvrière, durement acquise par la lutte. Mais en fait, il n'y eut ni lutte ni conquête.
La sécurité sociale a été pour la bourgeoisie le prix à payer pour que l'économie soit reconstruite, redémarre, en faisant travailler la classe ouvrière au moindre coût. L'État, en tant que défenseur des intérêts généraux de la bourgeoisie, a institué une sorte de caisse commune permettant aux patrons de ne pas verser à chaque travailleur un salaire suffisant pour faire face à la maladie et aux accidents. Il a pris en charge ce que la bourgeoisie aurait dû payer. Pour les laboratoires pharmaceutiques, la sécurité sociale a été une aubaine. Ils ont pu accéder à un vaste marché protégé, celui des médicaments remboursés. Le marché du médicament est très particulier. Le consommateur, le malade, ne choisit pas directement. C'est le médecin qui choisit en rédigeant son ordonnance. En France, il peut sélectionner un produit parmi toutes les spécialités existantes. Aux États-Unis, seulement à partir d'une liste de médicaments pris en charge par l'assurance du patient, liste qui n'est pas la même que celle du voisin. Ensuite, toujours en France, le pharmacien délivre un médicament, celui qui est prescrit ou un générique si c'est possible. Et dans ce cas, le choix du générique est fonction des marges que le pharmacien a pu obtenir chez tel ou tel fabricant. Et enfin, ce n'est pas le malade qui paye, même si le reste à charge est de plus en plus important, mais la sécurité sociale et les mutuelles. Un industriel peut fixer librement le prix de son médicament, mais s'il veut qu'il soit remboursé, il doit s'adresser à la Haute Autorité de Santé, l'HAS. Son dossier est alors pris en charge par une commission, dont le nom doit être le résultat d'une blague entre énarques, puisqu'elle s'appelle la Commission de transparence, alors que les discussions qui s'y déroulent sont non publiques et même légalement protégées par le secret. La commission de transparence est chargée de noter le médicament en fonction du service médical rendu, c'est-à-dire globalement de son efficacité. Cela conditionne le taux de remboursement à 65, 30 ou 15%, ou pas de remboursement du tout si le service médical rendu est insuffisant. Puis une deuxième note est attribuée, celle d'amélioration du service médical rendu, en comparant le médicament à d'autres produits équivalents s'ils existent. Et pour finir, le prix est fixé par un comité économique des produits de santé sur la base des avis de la commission de transparence, mais aussi sur les volumes de vente envisagés et les prix pratiqués à l'étranger, tout cela dans le cadre de négociations avec l'industrie. À noter le cas particulier de l'homéopathie. Elle bénéficie d'un statut dérogatoire à tous les niveaux. Des traitements homéopathiques sont remboursés à 30% par la sécurité sociale, alors qu'ils ne font l'objet d'aucune évaluation d'efficacité et encore moins d'amélioration du service médical rendu. Ils sont également dispensés des essais cliniques obligatoires pour les autres médicaments. Et pour cause, comparer un placebo est plutôt difficile. En effet, aucune des études réalisées depuis des dizaines d'années n'a pu démontrer comment ces traitements fonctionnent, ni s'ils fonctionnent. Dans les granules supposés contenir des principes actifs dilués à l'extrême, on ne retrouve rien, sinon du sucre. Les défenseurs de l'homéopathie disent qu'absence de preuve ne signifie pas preuve de l'absence. Il suffit d'y croire, c'est comme pour Dieu. En France, depuis novembre dernier, un collectif de médecins s'est prononcé contre le remboursement de l'homéopathie qui a coûté 129 millions d'euros à la sécurité sociale en 2017. Les partisans du remboursement répondent que cela ne représente que 0,65% du budget médicaments de l'assurance maladie et que ces médicaments, s'ils ne sont pas efficaces, ne font pas grand mal. Bon, la ministre de la Santé devrait rendre son verdict dans les prochaines semaines. Ce qui est certain, c'est que pour les finances de la sécurité sociale, le problème n'est pas l'homéopathie, mais un certain nombre de nouveaux médicaments vendus hors de prix. Ces traitements, en général issus des biotechnologies et dits innovants, s'adressent à des patients atteints de maladies rares ou jusque-là incurables, comme des cancers avancés. Sous prétexte qu'ils sont indispensables, ces médicaments ont obtenu le droit d'échapper à un certain nombre de règles, notamment celles qui régissent la fixation du prix.
et leur prix est le résultat d'un pur marchandage. Dans la négociation, la question que les industriels se posent est: quelle est la somme maximale qu'un organisme de protection sociale peut se permettre de payer? Ils appellent ça la propension à payer. Ainsi, en 2014, le Sovaldi, un traitement efficace contre l'hépatite C, avait été lancé sur le marché américain au prix de 84 000 $ le traitement, soit 73 000 €. Les pouvoirs publics français avaient refusé de payer une telle somme. Après négociation avec le fabricant, ils ont obtenu le traitement pour 42 000 €, comme quoi il y avait de la marge. Mais cela restait cher. Et du coup, seuls les patients atteints de formes graves d'hépatite C avaient droit aux médicaments. Il a fallu la mobilisation d'associations de malades pour que finalement, depuis janvier 2017, tout le monde puisse être soigné. Le Sovaldi a depuis été largement dépassé en matière de prix. Ainsi, des traitements contre des maladies rares ou contre des formes particulières de cancer peuvent être proposés à plus de 300 000 € le traitement. Aux États-Unis, il y a quelques mois, un médicament anticancéreux, le Kymriah, a été approuvé par la FDA au prix de 475 000 $ le traitement. D'ailleurs, il n'y a pas que les nouveaux médicaments qui sont chers. Même de très vieux produits, largement amortis, peuvent voir leur prix augmenter de façon soudaine dès lors qu'ils peuvent prétendre à la nouveauté. Un antibiotique connu depuis 1953, la nitrofurantoïne, a vu son prix quadrupler l'été dernier aux États-Unis, pour la seule raison qu'il avait une nouvelle indication dans le traitement du cancer de la vessie. Le patron de l'entreprise a cyniquement expliqué que c'était un devoir moral de faire de l'argent quand c'est possible et de vendre un produit au prix le plus élevé. En concluant, c'est une économie capitaliste. La FDA a condamné ces propos, mais elle ne peut guère contester cette évidence. Car le médicament est une marchandise. Il s'adresse donc à un marché qui, du point de vue des industriels, doit être rentable. Pour eux, le marché le plus rentable au monde est celui des États-Unis. En 2017, les dépenses en médicaments y ont été de 1 100 $ par habitant. En France, c'était 650 $ et seulement 200 $ au Brésil, 110 en Chine et 20 en Inde. Évidemment, ce ne sont que des moyennes qui masquent le fait que partout, certains se soignent très bien et d'autres pas du tout. C'est ainsi que les États-Unis, le pays le plus rentable pour l'industrie pharmaceutique, est classé au 35e rang mondial pour l'espérance de vie. La santé y est pratiquement entièrement aux mains du privé et près de la moitié des Américains sont obligés de renoncer à des soins médicaux. C'est pourquoi il est révoltant d'entendre des discours sur le fait qu'on consommerait trop de médicaments, cela alors qu'une grande partie de l'humanité doit s'en priver parce qu'elle n'est pas considérée comme un marché solvable. Ici, le cancer du sein est une maladie grave, mais de moins en moins souvent mortelle. La même maladie, chez une femme pauvre, dans un pays pauvre, équivaut pratiquement à une condamnation à mort. D'abord parce que le cancer est souvent découvert à un stade avancé, mais surtout parce que les chimiothérapies sont des traitements hors de prix et donc inaccessibles. La moitié des personnes atteintes du sida ne sont aujourd'hui pas soignées, parce que les traitements restent inabordables dans de vastes régions du monde. Pour l'industrie pharmaceutique, les pauvres ne sont vraiment pas des malades intéressants. Comme ne sont pas intéressantes des maladies qui pourraient être soignées par des médicaments bon marché, mais de faible rentabilité. L'industrie se désintéresse de secteurs entiers lorsqu'elle juge que le retour sur investissement n'en vaut pas la chandelle. C'est le cas, par exemple, du secteur des antibiotiques. Alors qu'il y a 20 ans, la quasi-totalité des grands laboratoires pharmaceutiques comportaient un département antibiotique, ils sont moins de 30% aujourd'hui à avoir encore des chercheurs travaillant sur ces projets. Et cela, alors qu'on voit réapparaître des infections qui ne peuvent plus être soignées faute d'antibiotiques efficaces, car de nombreuses bactéries sont devenues résistantes à tous les traitements. Les raisons en sont connues. Ce sont la prescription des mêmes molécules depuis des années, une utilisation massive d'antibiotiques dans l'élevage animal,
leur large diffusion dans l'environnement. Il serait urgent de trouver de nouvelles classes d'antibiotiques, mais cela n'intéresse pas l'industrie. On se dirige donc vers un désastre planétaire et prévisible, avec des infections qui seront de plus en plus graves et contre lesquelles l'humanité sera démunie, non faute de moyens, mais parce qu'on laisse aux capitalistes la liberté de décider. En revanche, d'autres marchés sont porteurs. C'est par exemple le cas des médicaments contre les maladies chroniques, l'hypertension, le diabète, les maladies neurodégénératives, car ce sont là des traitements prescrits à vie et à un grand nombre de personnes. Et l'on pourrait aussi parler de tous les médicaments contre l'obésité, la dépression, l'anxiété, les troubles du sommeil ou pour faire chuter le taux de cholestérol. Dans ces domaines, les grands laboratoires se livrent à une concurrence féroce pour trouver un médicament miracle. Pas un miracle d'efficacité, mais un miracle de rentabilité. L'industrie appelle ces médicaments les blockbusters, car comme les films à grand spectacle, ils rapportent beaucoup, plus d'1 milliard de dollars par an. Tous les grands laboratoires ont eu leurs blockbusters. Si je vous dis Prozac, Viagra, Mopral, vous connaissez probablement ces noms parce qu'ils sont ou ont été des blockbusters, des médicaments très prescrits et qui ont fait gagner des fortunes à leurs fabricants. La concurrence que se livrent entre elles les entreprises capitalistes, quel qu'en soit le secteur, est un véritable gâchis, mais elle est particulièrement aberrante et nuisible dans le domaine de la santé. Alors que l'intelligence des chercheurs, les moyens techniques, les capitaux, pourraient être utilisés à trouver quelque chose de nouveau, d'utile, bien au contraire, toutes les énergies sont mobilisées pour mettre au point des produits quasi équivalents à ceux des firmes concurrentes et à leur ravir des parts de marché. Ces médicaments, commercialisés sous différentes appellations mais quasi identiques, sont appelés des MeToo, ce qui signifie moi aussi, et ce qui pourrait être traduit par moi aussi je veux ma part de profit. Un bon exemple de MeToo est celui des traitements contre le cholestérol par des molécules qu'on appelle les statines. Elles sont quasiment toutes les mêmes, la seule particularité de la plus récente étant d'être la plus chère. Au fil des années, le taux de cholestérol sanguin considéré comme normal n'a cessé de baisser. Il y a 30 ans, c'était 2,5 grammes par litre. Aujourd'hui, c'est autour de 2 grammes par litre. Par conséquent, davantage de personnes ont un cholestérol supérieur à la normale. Et le marché des statines ne cesse de s'élargir. C'est ce qu'on appelle un marché porteur. Alors, pour vendre leurs médicaments, et cela d'autant plus qu'ils ressemblent fort à ceux de leurs concurrents, les laboratoires pharmaceutiques ne lésinent pas sur les frais de marketing et de publicité. Ces sommes représentent au moins 30 à 40% de leurs dépenses. Aux États-Unis, la publicité en direction grand public est autorisée pour tous les médicaments, avec des affiches sur les murs, dans le métro, des spots télévisés, des annonces sur Internet. En France, la publicité grand public est autorisée uniquement pour les médicaments vendus sans ordonnance. Du coup, les industriels ont appris à jouer sur tous les tableaux. Par exemple, le Doliprane est interdit de réclame puisqu'il est remboursé. Mais depuis quelques années, le fabricant, Sanofi, a mis sur le marché de nouvelles appellations comme Doliprane Tabs, comprimé, Doliprane Caps, gélule. Ce sont exactement les mêmes molécules que le Doliprane original, c'est-à-dire du paracétamol. Mais Sanofi n'a pas demandé leur prise en charge par l'assurance maladie. Il peut donc en faire de la publicité à la télévision et en fixer librement le prix. Alors en revanche, pour les médicaments remboursés, la seule publicité autorisée est celle en direction du corps médical, par l'intermédiaire de la presse médicale, d'Internet ou en rendant directement visite aux médecins. En France, 12 000 visiteurs médicaux, toutes entreprises confondues, vont régulièrement à la rencontre des médecins. Les visiteurs médicaux étaient 2 fois plus nombreux il y a 15 ans, avant les restructurations dans le secteur pharmaceutique et l'essor de la publicité par Internet. Aujourd'hui, plutôt que les généralistes, l'industrie cible de préférence les médecins spécialistes les plus connus, ceux qu'elle appelle les leaders d'opinion. Ces médecins hospitaliers font référence et ils peuvent influencer les pratiques de leurs confrères.
Ce sont également eux qui sont le plus souvent sollicités dans le cadre de contrats de collaboration avec l'industrie pour réaliser des essais cliniques pour de nouveaux médicaments ou pour mettre en place de nouveaux protocoles thérapeutiques. Les laboratoires invitent régulièrement ces spécialistes à participer à des congrès médicaux qui, entre autres, ont un rôle important dans la formation des médecins. En effet, il n'existe quasiment pas de formation médicale continue, formation continue publique pour les médecins en exercice. Et ils se tournent donc vers celle dispensée par les laboratoires. Et évidemment, si ces congrès se tiennent dans des endroits sympathiques, au soleil ou à la montagne, c'est mieux pour tout le monde. Il paraît que le bon air favorise la réflexion. Une autre cible privilégiée des laboratoires pharmaceutiques sont les étudiants en médecine, qui s'habituent dès leurs études à la présence de firmes privées à leur côté. À l'occasion de leur stage à l'hôpital, ils trouvent naturel de recevoir des brochures et des aides-mémoires éditées par les laboratoires et de discuter de façon conviviale avec des visiteurs médicaux qui ont apporté un petit déjeuner ou un buffet. Les laboratoires les aident dans la soutenance de leur thèse de fin d'études. Et jusqu'à tout récemment, Sanofi organisait des examens blancs dans différentes facultés françaises. Les pouvoirs publics ont pris quelques mesures pour tenter de limiter l'influence des laboratoires. Ainsi, depuis 1993, la loi dite anti-cadeau interdit les avantages qui n'ont pas trait à la profession du bénéficiaire. Interdiction, par exemple, d'offrir des bouteilles de champagne en fin d'année. Mais pas de financer un voyage pour une conférence scientifique au bout du monde. Les cadeaux, autres que les gadgets, stylos, bloc-notes, clés USB, sont interdits. Les médecins doivent déclarer sur le site internet transparencesanté.fr tout avantage en nature ou en espèces d'un montant supérieur à 10 €. Mais si la déclaration est correctement faite, personne n'a plus rien à redire. Le marché du médicament a un peu changé depuis une vingtaine d'années, avec la concurrence des génériques. Les brevets sur les médicaments ont en général une durée de validité de 20 ans. Les capitalistes de la pharmacie trouvent que c'est trop court, expliquant qu'il s'agit d'un secteur particulier. En effet, entre le moment du dépôt du brevet et l'autorisation de mise sur le marché, il peut se passer 8 ou 10 ans. Il ne reste donc à l'industriel qu'une dizaine d'années pour profiter de son brevet. Et ensuite, celui-ci tombe dans le domaine public. Et à ce moment-là, si le médicament est toujours rentable et pas trop difficile à produire, n'importe quel laboratoire peut le fabriquer à son compte sous une appellation générique. Voilà le drame des industriels, voir leur brevet tomber. Et quand il s'agit de celui d'un blockbuster, je vous rappelle que c'est un médicament dont la vente rapporte plus d'1 milliard $ par an, eh bien la chute peut être brutale. Les firmes font donc tout leur possible pour lutter contre la perte de leur brevet et contre la concurrence des génériques. Par exemple, de façon tout à fait légale, le laboratoire peut négocier avec les pouvoirs publics un allongement de la durée du brevet, sous prétexte que pour certaines spécialités, la recherche aurait été particulièrement longue et coûteuse. Il obtient alors un certificat complémentaire de protection, en général octroyé pour 5 ans de plus. L'industriel peut aussi décider de changer quelque chose dans le processus de fabrication, de modifier un excipient ou de changer la présentation de son médicament et de déposer à chaque fois un nouveau brevet. Certains médicaments ont été couverts par plus de 100 brevets différents. Autre solution, le fabricant peut choisir de faire évoluer son propre médicament. C'est ce qui est arrivé au Mopral. Il s'agit d'un médicament contre les brûlures d'estomac qui a été commercialisé en 1989 par l'entreprise Astra. Le Mopral, dont le principe actif est l'oméprazole, est devenu le médicament le plus vendu au monde. En l'an 2000, rien qu'aux États-Unis, il rapportait près de 5 milliards $ de chiffre d'affaires par an. Mais patatras, le brevet allait tomber dans le domaine public. Qu'à cela ne tienne, Astra, devenu entre-temps AstraZeneca, a commercialisé un médicament à peine différent, l'Inexium, esoméprazole. Et l'Inexium, grâce à une offensive campagne publicitaire, a pu devenir lui-même un blockbuster.
Il était bien sûr vendu plus cher que son grand frère. Et puis lui aussi a vu son brevet tomber. Telle est la dure loi du capitalisme. En réalité, les capitalistes s'adaptent à tout, et ils se sont bien adaptés à la concurrence des génériques. Certaines grandes entreprises ont créé leur propre filiale de génériques. Par exemple, le numéro 2 mondial de l'industrie pharmaceutique, Novartis, est devenu le leader mondial des génériques sous la marque Sandoz. Merck s'est associé au laboratoire de génériques Mylan, tandis que Servier vend ses produits génériques sous le nom de Biogarant. Quant aux entreprises de médicaments génériques comme Teva, israélienne, ou Haro et Rimbaxi, toutes deux indiennes, ce sont des entreprises prospères qui d'ailleurs ne produisent plus seulement des génériques, mais ont aussi racheté des produits de marque. Alors, le principal avantage des génériques, c'est leur prix. Et cela compte pour les organismes d'assurance maladie et surtout pour les malades des pays pauvres. Pouvoir disposer de ces médicaments n'a pas toujours été simple. Les pays dits émergents, comme le Brésil, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, ont dû engager de longues batailles juridiques pour obtenir le droit de fabriquer des médicaments génériques. L'exemple le plus connu est celui de l'Afrique du Sud, qui en 1997, lorsqu'elle a essayé d'autoriser la production et l'importation de génériques pour traiter le sida, a été traînée devant les tribunaux par 39 des plus grandes compagnies mondiales pour violation d'accords commerciaux internationaux. Et il a fallu toute une campagne internationale pour que finalement les compagnies retirent leurs plaintes et que les malades sud-africains puissent être soignés. Et plus récemment, c'est le brevet du Sovaldi, le médicament contre l'hépatite C, dont on a déjà parlé, qui a été contesté. La majorité des patients atteints d'hépatite C vivent dans les pays pauvres, en Chine, en Inde, au Pakistan ou en Égypte. Ils n'avaient pas accès au traitement à cause de son prix. Il a fallu la pression de plusieurs ONG pour que finalement le fabricant choisisse de signer un accord avec des entreprises de génériques qui on peut produire le médicament et le vendre en gros pour 5 fois moins cher, mais uniquement dans une zone géographique déterminée. Il n'est pas question que les génériques du Sovaldi n'atteignent pour l'instant les États-Unis ou l'Europe. Alors parlons maintenant de la richesse des grands groupes. La concentration du capital et la formation de monopoles ont été décrits par Lénine dans son ouvrage « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme ». C'était en 1916. L'industrie pharmaceutique n'en était alors qu'à ses balbutiements. Dans le secteur, la concentration a démarré bien plus tard. En gros, elle a commencé dans les années 1960 aux États-Unis et elle ne cesse de se poursuivre depuis. À cet égard, l'histoire de la concentration qui a conduit à faire de l'entreprise Sanofi ce qu'elle est aujourd'hui est un peu particulière, mais intéressante. Sanofi ne trouve pas son origine dans la pharmacie, mais dans le pétrole. Tout commence en 1973, en pleine crise pétrolière. Ne sachant plus quoi faire de ses capitaux, la future Elf Aquitaine, entreprise où l'État était majoritaire, cherchait un nouveau relais de croissance, comme ils disent. Elle a confié à une dizaine de cadres la mission de trouver un secteur porteur. Ils ont cherché et finalement mis le cap sur le secteur pharmaceutique en fondant l'Omnium financier Aquitaine pour l'hygiène et la santé. Munis d'une première dotation de 500 millions de francs, ils se sont mis en chasse d'entreprises de médicaments ou de cosmétiques à racheter. Cette société, qui s'appellerait bientôt Sanofi, a racheté au fil des années de multiples laboratoires, petits et grands, français ou étrangers. Parmi les prises importantes, la branche vaccin de Pasteur en 1980, la filiale santé de Kodak, Winthrop, en 1994, Synthé Labo, qui appartenait à L'Oréal, en 1999. Et surtout, en 2004, Sanofi prenait le contrôle du mastodonte de la pharmacie française, Aventis, un groupe lui-même issu des différentes filiales de Rhône-Poulenc-Rorer et du groupe Marion-Roussel-Uclaf. La somme déboursée était de 55 milliards d'euros, soit 5 fois le trou de la sécurité sociale de cette année-là, trou que l'on disait alors abyssal.
Sanofi est aujourd'hui devenue la première entreprise pharmaceutique française et la troisième ou quatrième au niveau mondial. Tous les grands groupes actuels dans le monde, ceux qu'on appelle les Big Pharma, GSK, Merck, Novartis, Johnson & Johnson et autres, sont tous issus de telles opérations de fusion et rachat. Et pourtant, aujourd'hui encore, l'industrie pharmaceutique n'est pas autant concentrée que d'autres secteurs, comme la sidérurgie ou l'automobile, par exemple. Dans la pharmacie, les 5 premières entreprises mondiales représentent en valeur moins de 25% des parts du marché du médicament, le reste étant réalisé par des firmes plus petites. Les opérations de fusion, de rachat, de restructuration se poursuivent à l'heure actuelle en mobilisant d'immenses capitaux. L'an dernier, les sommes dépensées en fusion-acquisition dans la pharmacie ont représenté plus de 200 milliards de dollars. Et la dernière grosse opération date du 3 janvier dernier, donc 2019. La firme américaine BMS, Bristol Myers Squibb, a annoncé qu'elle allait racheter Celgene, une entreprise de biotechnologie spécialisée dans le traitement des cancers, pour 74 milliards de dollars, soit 65 milliards d'euros. Et le jour même, le cours de l'action Celgene grimpait de 30%. Alors, dans une économie marquée par la financiarisation, pour une entreprise, l'objectif d'une acquisition n'est même plus de grossir. Au contraire, elle ferme des usines. C'est uniquement d'accroître la rentabilité à court terme. Les sommes déboursées ne correspondent en rien à la valeur réelle des entreprises acquises, mais uniquement à la frénésie des marchés boursiers excités par la possibilité de gagner encore plus. Et pour être tenu au courant des nouveautés dans le monde du médicament et connaître ceux qui ont le vent en poupe, mieux vaut aujourd'hui lire des revues économiques et boursières que des revues médicales. L'industrie pharmaceutique est aujourd'hui le secteur le plus rentable au monde, plus que celui du pétrole. Ce que les investisseurs appellent la marge nette, et qui recoupe en gros ce que les marxistes nomment le taux de profit, est d'environ 20% pour l'ensemble de l'industrie pharmaceutique. Ce taux de profit a été en 2017 seulement de 10% dans l'industrie pétrolière et respectivement de 3 et 8% dans les industries automobiles françaises et allemandes. En 2017, Pfizer, la première entreprise pharmaceutique mondiale, a réalisé un chiffre d'affaires de 46 milliards d'euros. C'est presque 3 fois les dépenses de santé du pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria. Sanofi, classé au 4e rang mondial en 2017, a enregistré un chiffre d'affaires de 35 milliards d'euros et un bénéfice net de 8,4 milliards, soit un taux de profit de 24%. Et sur ces 8,4 milliards d'euros de bénéfices, Sanofi en a distribué plus de la moitié, 4,6, à ses actionnaires sous forme de dividendes. Et les actionnaires bénéficient aussi d'opérations de rachat d'actions. En effet, ne sachant plus quoi faire de leurs bénéfices faramineux, les grandes entreprises rachètent une partie de leurs propres actions pour les détruire. Le groupe diminue ainsi le nombre total de ses actions et augmente la part, le dividende, qu'il verse pour chacune. Ainsi, les actionnaires de Sanofi ont-ils reçu en 2017 plus d'1 milliard d'euros au titre de ces rachats d'actions. Et comme une opération bien menée fait monter le cours de l'action en bourse, eh bien cela leur apporte encore davantage.